Un jour d'été dans la banlieue de Toulouse, cette femme semble faire des travaux dans sa maison. Mais en réalité, ce qu'elle s'apprête à faire ce jour-là est inimaginable. Elle va couler dans du ciment un corps humain. Incompréhensible. On se dit humainement comment c'est possible. Derrière la porte de ce petit pavillon s'est déroulé un huis clos dramatique. Voici l'histoire incroyable d'une mère de famille qui va trahir et mentir à ses proches pendant plus de 3 mois pour protéger un terrible secret. Ce qu'on appelle être trompé dans la totalité, en fait. Vous ouvrez les bras et vous crachez dessus. Ben, elle a un peu roulé tout le monde, quoi. Et le pire du pire, c'est ses enfants, quoi. Elle a bien joué son jeu. On a pensé à tout, mais à ce point-là, non. Saint-Simon, au sud de Toulouse. Tout commence le jeudi 7 août 2014. Jennifer et Grégory Baca sont très inquiets. Voilà 2 jours qu'ils n'arrivent pas à joindre leur frère aîné, Laurent. Ouais, on a su qu'il y avait un problème parce que c'était quelqu'un, s'il ne répondait pas au téléphone quand vous l'appeliez, dans l'heure ou dans la matinée ou dans la journée, il vous recontactait. Alors que les frères et sœurs tentent une nouvelle fois d'appeler Laurent, c'est Edith Scaravetti, sa compagne, qui va décrocher. Et ce que la belle-sœur raconte à Jennifer et Grégory est pour le moins surprenant. Elle nous a dit que ça faisait 2 jours qu'il n'était pas rentré. Il était parti, sans rien dire à personne. Il a disparu sans laisser de mots ou d'explications. Étrange. La dernière fois qu'Edith Scaravetti a vu son compagnon, c'était la veille, le mercredi matin, avant d'emmener leurs 3 enfants au centre aéré. Au petit matin, lorsqu'elle avait préparé les enfants pour aller au centre aéré, il était sous une couverture sur le canapé. Elle avait même d'ailleurs demandé à ses enfants de ne pas faire trop de bruit pour ne pas réveiller papa. Quand elle est rentrée du centre de loisirs, d'amener les enfants, il n'y était plus. Laurent Baca s'est comme volatilisé. Mais dans un premier temps, à l'autre bout du fil, Edith se veut rassurante. Car Laurent est parti sans son téléphone portable et sans sa voiture. Pour elle, son compagnon ne devrait plus tarder à rentrer. Elle pense vraiment qu'il est parti pour la journée, puis pour la nuit, puis pour le lendemain. Elle répétait toujours les mêmes choses, qu'il fallait pas qu'on s'inquiète, qu'il allait revenir, qu'il n'avait pas pu partir comme ça, sans rien. Mais ce départ précipité laisse tout de même Jennifer et Grégory perplexes. Difficile pour eux d'imaginer que leur frère Laurent ait pu partir soudainement et de surcroît, sans les prévenir. On se demandait partir sans voiture, sans portable, sans clé. C'était pas logique, quoi. Connaissant mon frère, l'amour qu'il avait pour ses parents et ses enfants, je savais très bien qu'il ne serait pas parti comme ça, sans rien dire à personne. Pas comme ça, sans donner de nouvelles. Donc c'est pour ça, pour nous, on ne comprenait pas. Laurent Baca a 36 ans et a priori, il a tout pour être heureux. D'abord, une jolie femme, Edith, de 10 ans, sa cadette. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée. Laurent était copain avec le frère de Edith. Puis, chemin faisant, ils se sont revus. Je pense qu'il pouvait pas en aimer une autre, c'était sa femme, et voilà, quoi. Ensemble, ils auront 3 enfants. Quelques mois après leur rencontre, le couple emménage dans ce pavillon de la banlieue toulousaine. On est sur voilà, une petite classe moyenne, pas plus que ça, avec la petite maison pavillonnaire, la petite vie où on se débrouille financièrement, il n'y a pas de gros problèmes financiers. Edith est auxiliaire de vie.
et Laurent enchaîne les missions d'intérim. Laurent, c'était un touche-à-tout. Il a fait autant de l'imprimerie que du service dans les restaurants, du bâtiment, montage de cuisine, livreur. Donc voilà. Et depuis peu, le jeune homme envisageait même de se reconvertir dans l'aéronautique. Un nouveau projet qu'il n'aurait raté pour rien au monde. Il devait commencer une formation pour Airbus fin août. C'est cette formation qu'il attendait tant. Une petite vie a priori ordinaire, avec des projets plein la tête. Alors, tout le monde se demande pourquoi Laurent Baca aurait disparu volontairement. À 36 ans, père de 3 enfants, il allait débuter une nouvelle formation. On ne comprenait pas. C'est pas possible, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Tout ça ne colle pas, si vous voulez. Tout ça dysfonctionne. En fait, entre sa vie, ce qu'il avait projeté de faire et sa disparition, ça ne va pas. Dans la famille Baca, l'inquiétude grandit. 5 jours après la disparition de Laurent, c'est Edith, sa compagne, qui va finalement pousser la porte du commissariat du quartier du Mirail. Lundi matin, on avait dit à Edith que s'il n'y avait pas eu de nouvelles, qu'elle aille porter plainte pour disparition au commissariat. Ce qu'elle a fait. Où est Laurent Baca? Aussitôt, les policiers toulousains vont contacter les hôpitaux, les morgues et les commissariats pour vérifier si l'homme qu'ils recherchent ne s'y trouve pas. Sans résultat. Et les policiers vont également faire une enquête de voisinage assez approfondie pour voir s'ils peuvent recueillir un quelconque témoignage de quelqu'un qui aurait vu Laurent Baca. Rien de toutes ces démarches ne permet effectivement de retrouver la trace de Laurent Baca. Pour l'instant, la famille Baca espère toujours retrouver Laurent. Alors, ils vont remuer ciel et terre pour cela. Avec ma famille, nous avons pris la décision de faire nous aussi des recherches de notre côté. On l'a cherché. On a fait du porte-à-porte sur l'avenue où ils habitent. On a placardé des affichettes. Nous avons commencé à faire le tour des amis de Laurent, donc à appeler tout le monde. Elle m'appelle, elle me dit oui, il a disparu, tu l'as pas vu, tout ça. J'ai pas vu du tout. Nous avons lancé un avis de recherche sur Facebook. La famille va se démener dans tous les sens. Tout nous passe par la tête. Mais rien n'y fait. Cela fait maintenant 1 mois que Laurent Baca a disparu et l'homme n'a toujours pas donné signe de vie. Jennifer et Grégory en sont maintenant persuadés. Il est arrivé quelque chose de grave à leur frère. On s'était dit qu'il n'aurait jamais raté la rentrée de ses enfants. Et il n'y était pas. S'il loupe ça, c'est que... ou il est plus de ce monde, ou alors il a peur de revenir parce qu'il sait qu'il nous a fait du mal. J'ai pris l'initiative d'aller voir une voyante avec ma compagne. Et on est arrivé avec une photo banale. Et cette voyante nous a annoncé qu'il était décédé. J'ai dit à ma mère, écoute, ton fils, on ne le reverra plus. On finit par se convaincre qu'on a peut-être affaire à une disparition macabre. Alors, si Laurent n'est pas parti volontairement, qui aurait pu vouloir le faire disparaître? Jennifer et Grégory pensent avoir un début de réponse. Commissariat de police du Mirail, le 7 octobre 2014. Jennifer et Grégory Baca demandent à parler aux enquêteurs, car ils ont des révélations à faire. Pour eux, Edith, la compagne de Laurent, ne serait pas étrangère à la disparition de leur frère. Je leur ai dit que j'avais des doutes et ils m'ont dit que je ne pouvais pas accuser à tort. Mais je disais, j'accuse pas à tort. Après tout, c'était la dernière personne à l'avoir vue. En effet, le frère et la sœur de Laurent racontent que depuis 2 mois, le comportement de leur belle-sœur les intrigue beaucoup.
Elle passait moins, elle restait moins longtemps, mais elle amenait les enfants. Elle restait sur la réserve, en fait, sur la défensive. C'est vrai que moi, ayant que 3 frères et pas de sœurs, on faisait pas mal de choses ensemble. Et puis plus le temps est passé, et moins elle appelait. Edith, depuis la disparition de Laurent Baca, a pris des distances. Elle ne rentre plus en contact avec eux, elle ne communique plus avec eux. Non seulement Edith a coupé les ponts avec le reste de la famille, mais en plus elle ne participe pas aux recherches pour retrouver le père de ses enfants. Les soupçons ont commencé à s'intensifier sur Edith parce que elle vivait comme si ça avait été toujours comme ça. Elle fait comme si de rien n'était. On a l'impression qu'elle ne s'intéresse pas à cette disparition, que c'est déjà pour elle du passé. Vous en avez une très bonne illustration. Lors d'un des appels à témoins qui passe dans le journal local toulousain, vous voyez la photo de la famille. Il manque Madame Scaravetti. Elle n'est pas présente sur la photo. Ça n'a pas l'air de la traumatiser, ça n'a pas l'air de l'inquiéter, alors que nous, au quotidien, on est ravagés par cette recherche, on est ravagés par le risque, on est ravagés par ce qui a pu se passer. Elle, non. La famille Baca va alors raconter aux enquêteurs que depuis la disparition de Laurent, Edith leur a livré un peu trop d'explications sur son départ. Des scénarios tous aussi invraisemblables les uns que les autres. Dans un premier temps, lorsqu'ils s'inquiètent de savoir ce qu'est devenu Laurent, Edith va leur répondre qu'il est parti avec un copain et qu'il n'est pas rentré de la nuit. Et puis le lendemain, il est parti faire un go fast. Laurent, dans la nuit du 5 au 6, l'aurait réveillé à 3 h du matin pour aller faire un go fast. Donc il est entre la France et l'Espagne en train de faire un passage de drogue. Elle va inventer une possibilité de trafic de drogue qui se serait mal passée. Pour nous, c'était un peu pas clair parce que pourquoi Laurent faire un go fast à 36 ans alors qu'il n'avait jamais fait de choses comme ceci avant. À cet instant, Edith commence à attirer l'attention des policiers. Tout ça commence à nourrir la suspicion, nourrir le soupçon. Ils se sont dit, là, il y a quelque chose de louche. Moi, je pense qu'Edith, elle est dans le coup, quoi. Peut-être que elle a fait quelque chose ou elle sait quelque chose. Elle sait quelque chose, elle sait où il est, mais elle veut pas le dire. L'enquête a commencé le jour où on a demandé à être entendu, justement. En leur disant que nous, la version qu'elle donnait, c'était du flan. Des scénarios qui ne tiennent pas debout, un comportement étrange. Pour les enquêteurs, il est temps d'aller voir Edith Scaravetti. Et ils ne vont pas tarder à comprendre que les soupçons de la famille Baca étaient fondés. 20 novembre 2014. Après 3 mois et demi d'enquête, la police toulousaine décide de perquisitionner le domicile d'Edith. Il déboule un beau matin, sans prévenir, pour faire une perquisition. Il tente effectivement un coup de bluff. La perquisition, elle n'a pas pour but de trouver le corps, elle a pour but de créer un choc psychologique. On se dit assez naturellement que c'est peut-être le dernier endroit où on va retrouver un corps, une maison habitée par une mère de famille et ses 3 enfants. Et pourtant, derrière ces murs, les policiers vont découvrir qu'Edith cache un secret inimaginable. Elle est surprise par cette descente de police chez elle. Edith Scaravetti va interrompre assez rapidement cette perquisition. Elle s'adresse à un des policiers présents, qui se trouve être une femme. Elle la prend à part, elle lui dit qu'elle veut lui parler. Et ce qu'Edith va avouer aux policiers dépasse l'entendement. Voici ce qu'elle déclare. Je suis un monstre. C'est moi qui l'ai tué. J'ai transporté le corps dans les combles de la maison. Et elle va dire tout de suite aux policiers, le corps est là, il est là-haut. Et la mère de famille de désigner une trappe fermée par un cadenas, juste au-dessus de la chambre de ses enfants.
Les policiers vont casser le cadenas, ouvrir la trappe, déplier une sorte d'escalier télescopique. Hein. Des effluves se dégagent au niveau du grenier. Donc on va monter sur ce grenier. À partir de cet instant, les policiers savent qu'ils sont tout proches du but. Chose incroyable, Edith Scaravetti guide les enquêteurs jusqu'à une dalle de ciment coincée entre deux poutres. Une sorte de sarcophage en ciment. Les policiers vont entreprendre de casser cette dalle de ciment. Ils vont mettre à jour la forme d'un corps humain. Les policiers viennent de découvrir le corps de l'homme qu'ils recherchent depuis 3 mois. Le corps du malheureux Laurent Mbaka, il est dans le grenier. Du béton par-dessus, au-dessus de la chambre à coucher. Et ça fait 3 mois qu'il est là. Incompréhensible. On se dit humainement comment c'est possible. Reste désormais pour les policiers la lourde tâche d'informer la famille de Laurent. Son frère et sa sœur n'oublieront jamais ce que les enquêteurs vont leur révéler ce jour-là. À 16h30, mon téléphone a sonné sur mon lieu de travail. Les enquêteurs m'ont demandé, avec une voix très fébrile, de me rendre au commissariat. Ce jour de novembre, à la voix de l'enquêteur, j'ai compris. Et ma sœur m'a appelé en me disant il faut que tu passes parce que on a des infos. Voilà. Ils nous ont annoncé le décès de Laurent. Et quand moi j'ai demandé où elle était, elle, Edith, parce que je ne comprenais pas pourquoi, il m'a dit que c'était elle. Au moment de partir, un des enquêteurs nous a rattrapés parce que le lendemain, ça allait passer dans la dépêche. Et qu'il avait juste oublié de nous dire qu'il avait été retrouvé emmuré. Pour la famille, le choc est immense. Après, ça en est suivi un temps de... On est dans le flou. On se réveille le matin, on se demande si c'est la vérité ou pas. Si on dort 2-3 heures par nuit, c'est bien, c'est la fatigue qui nous emporte. Même s'ils avaient peu d'espoir de retrouver leur frère vivant, les proches tombent des nues. Comment imaginer qu'Edith, jusque-là appréciée de tous, ait pu réserver un sort aussi cruel à son compagnon? À première vue, ça a l'air d'être un couple qui fonctionne bien. Edith est bien sous tout rapport et on lui donnerait presque le bon Dieu sans confession. Et là, moi, j'y croyais pas. Jusqu'à temps que j'ai vu le cercueil à Laurent, j'y croyais pas. Que c'était vrai, vraiment. Cette fille, comme je vous dis, vraiment, elle donnait le cœur sur la main et tout. Pas possible qu'elle ait fait ça. On avait des doutes sur elle, mais à ce point-là, non. Et puis, il y a une question que la famille du défunt se pose. Comment leur belle-sœur a-t-elle pu garder ce lourd secret pendant plus de 3 mois? Elle n'a pas craqué. Pendant 3 mois et demi, elle nous a pris dans les bras, elle nous a fait la bise, elle est venue manger avec nous, elle a préparé les fêtes de Noël avec nous. On a fait les achats de Noël ensemble. Elle a regardé les enfants de 3 dans les yeux en leur disant « Vous inquiétez pas, votre père n'a pas pu vous abandonner, il va vous revenir. » Pour 3 enfants qui cherchaient leur père. Jennifer y a dormi là, avec sa meilleure amie, sa confidente, Madame Scaravetti. Le corps de son frère était au-dessus. Là, il faut avoir du cran, là. Il a dit, je sais pas où il est là-bas, alors qu'elle savait. Comment, pourquoi? Pendant 3 mois, on a raconté des histoires à dormir debout, aux uns et aux autres. Comment on a pu rester dans cette maison sans jamais craquer? Comment c'est possible? Edith Scaravetti aurait donc trahi ses proches. Alors pourquoi la belle-sœur aurait-elle tué Laurent Mbaka avant de le couler dans le béton?
La mère de famille de 27 ans est immédiatement placée en garde à vue. Et le récit qu'elle va faire aux policiers est tout simplement stupéfiant. Selon elle, Laurent Baca serait mort accidentellement. En effet, Edith raconte que cette nuit du 5 au 6 août 2014, il est environ 3 heures du matin lorsque son compagnon qui regardait la télévision au salon vient la réveiller brutalement. Ce soir-là, Laurent vient la disputer alors qu'elle dort tranquillement dans son lit. Laurent Baca l'a réveillée en plein milieu de la nuit, l'a jetée au sol, collée contre le mur, a commencé à lui asséner des gifles et une série de reproches. Mauvaise mère, mauvaise fille, enfin, c'était un flot d'injures permanent. Et à un moment donné, il va prendre le fusil qui est sur l'armoire de la chambre et il la menace avec ce fusil. Il la pousse, la bouscule. Face à cette situation, Edith raconte qu'elle aurait tenté de s'enfuir. Menacée par une arme, par son compagnon, extrêmement virulent, qui l'avilit d'insultes. Pour éviter que les enfants ne se réveillent dans les cris des disputes, elle va simplement se lever mécaniquement et descendre les escaliers. Lui met un coup de crosse sur la tête, elle chute dans l'escalier. Selon Edith Scaravetti, c'est au rez-de-chaussée de la maison que Laurent, hors de lui, serait devenu totalement incontrôlable. Voici ce qu'explique la mère de famille. Je me souviens avoir relevé la tête. Je l'ai vu en haut des marches. J'ai eu peur. Il m'a suivi dans le salon. Il avait la carabine dans les mains. Et j'ai senti le canon du fusil sur ma tempe. Il est installé dans le canapé et il va continuer à lui expliquer que décidément elle ne vaut rien, qu'elle n'est bonne à rien et elle est complètement vide de réaction. Ce qu'il lui reproche également. Tu vois, tu n'es même pas capable de te défendre et de défendre tes gosses. Et puis à un moment, curieusement, il retourne l'arme contre lui. C'est-à-dire qu'il met le canon du fusil sur sa tête. En disant, tu vois, t'es même pas capable de tirer. Elle décide d'empoigner l'arme pour effectivement la retirer des mains de Laurent Baca. Et là, un coup claque. Edith raconte qu'à cet instant, elle aurait réalisé que son compagnon Laurent Baca était mort d'une balle tirée en pleine tête. Et c'est là qu'elle aurait pris une décision qui va tout changer. Selon elle, prise de panique, au lieu d'appeler les secours, elle se serait plongée dans un sombre et macabre projet. Et c'est vrai que c'est l'instant charnière du crime. On a quelques secondes dans ces moments-là pour décider de son avenir. Elle va, de manière quasi inconsciente, décider de le dissimuler sans prévenir personne. La mère de famille confie alors aux enquêteurs qu'à ce moment-là, l'urgence est de s'occuper des enfants qui vont bientôt se réveiller. Elle cache le corps de Laurent Baca comme s'il était en train de dormir au niveau du salon. Puis, après avoir déposé les enfants au centre aéré, Edith aurait décidé de dissimuler le cadavre de Laurent. Elle décide de l'enterrer au fond du jardin. Elle va creuser une partie de la matinée, un trou d'environ 30 cm. Et ensuite, elle ira récupérer le corps pour le traîner jusqu'à cette sépulture. Le récit de la jeune femme ne s'arrête pas là. La suite de son histoire fait froid dans le dos. Ce fameux corps, on va devoir le gérer parce que il risque d'y avoir l'odeur ou les voisins risquent de voir que les enfants jouent dans le jardin. Il y a le père qui est là, pas loin, caché dans le jardin. Quelques jours plus tard, elle va prendre la décision de transférer
le corps, cette fois-ci dans un recoin du grenier. Elle l'a placé entre les deux pilasses de la soupente, hein, du toit. Elle l'a allongé de cette façon-là. Elle va le replier et le recouvrir de quelques centimètres d'un mélange disparate de ciment, de plâtre, d'enduit, enfin tout ce qu'elle trouve pour essayer de dissimuler le corps. Face aux enquêteurs abasourdis, Edith Scaravetti va alors tenter de justifier ce geste fou et abominable. Edith Scaravetti, première victime désignée dans ce dossier, a malencontreusement donné la mort à son bourreau. La mère de famille raconte aux enquêteurs que derrière les murs de leur pavillon rose, Laurent lui aurait fait vivre un enfer, et cela depuis bien des années. Je vivais un calvaire sous ses coups. Je me suis déjà retrouvée en boule par terre, rouée de coups de pied. Il me prenait par les cheveux et il me tirait au sol. Il a déjà pris sa ceinture et il me battait avec. Je crois que les premiers coups qu'elle reçoit, c'est lorsqu'elle est enceinte. Et on sait qu'elle est enceinte au bout de 4 mois de leur relation. Donc autant vous dire que ça a commencé très vite. Et qu'après, ça ne s'est plus jamais arrêté. La vraie victime, c'est elle. Voilà. Elle est victime du tyran domestique. Edith Scaravetti poursuit son récit. Quelques semaines seulement avant le drame, la tension au sein du couple aurait été à son comble. À tel point que son compagnon aurait même tenté de la tuer. Laurent Baca décide effectivement de monter vers 2 ou 3 heures du matin, réveiller sa compagne pour obtenir d'elle des faveurs sexuelles. Il va utiliser pour la première fois une arme à feu alors qu'elle était allongée dans son lit, recroquevillée en position fétale. Il lui aurait tiré dessus et la balle aurait atterri sur le matelas. Elle a été victime d'un tir de carabine à quelques centimètres de sa tête. Alors, Edith Scaravetti est-elle, comme elle le prétend, une femme poussée à bout, qui, sous l'emprise de son conjoint violent, aurait commis l'irréparable? Ou bien est-ce un mensonge, un scénario inventé de toutes pièces pour tenter de se disculper? Une chose est sûre, le rapport de la balistique semble confirmer la thèse d'un scénario accidentel. Le rapport d'autopsie révèle qu'il est mort d'une balle dans la tête. C'est a priori un tir maladroit. Il n'y a pas de tir à l'épaulé, parce que les caractéristiques du tir, les éléments balistiques et les éléments médico-légaux corroborent effectivement la version d'Edith Scaravetti. Et puis, selon les analyses ADN, Laurent Baca aurait bien tenu à pleine main le canon du fusil qui l'a tué ce jour-là. Nous retrouvons l'ADN et l'ADN seul de Laurent Baca à l'extrémité du canon, alors qu'Edith Scaravetti a toujours soutenu que celui-ci l'avait empoigné pour la tenir à proximité de sa tête. Le récit d'Edith semble donc plausible. Et ce n'est pas la seule découverte des policiers. En effet, les enquêteurs vont recueillir un témoignage capital, celui de Véronique, une auxiliaire de vie et collègue d'Edith. Cette dernière confirme les violences à répétition qu'aurait subies la jeune femme. Il y a un jour, elle est venue au travail. J'avais vu qu'elle avait un hématome au niveau de l'œil. Et puis je lui ai dit qu'est-ce que tu t'es fait là? Elle m'a dit qu'elle n'était pas très heureuse chez elle, que son mari était très jaloux, que son mari buvait, et ce qui se passait un petit peu chez elle. Et Véronique de raconter avec force et détail l'incroyable calvaire qu'Edith aurait vécu au quotidien.
Il l'attrapait par les cheveux, il donnait des coups de pied, il la mettait par terre. Une fois, elle me dit « Oh, qu'est-ce que j'ai mal au ventre, je dois avoir une gastro. » Je lui dis « Ah bon, t'as une gastro ?» Et puis en fin de compte, c'était pas du tout ça. Il l'avait frappée dans le ventre et elle avait mal. Hein. Il téléphonait souvent quand on était au travail. « Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? À quelle heure que tu rentres ?» Il la surveillait tout le temps. On aurait dit que c'était un peu sa chose, quoi. Qui se défoulait sur elle. Il la possédait, c'était sa chose, son meuble. Véronique indique aux policiers qu'elle était témoin au quotidien, finalement, du harcèlement que subissait Edith de la part de son compagnon. Elle indique même qu'un jour, il est venu la chercher sur son lieu de travail avec son fusil. Il disait toujours « Je vais prendre une carabine, de toute façon, je vous tuerai. Je préfère vous tuer. » Un rapport balistique qui semble confirmer la thèse de l'accident. Et des violences conjugales attestées par une collègue. Pour l'heure, rien ne vient contredire la version d'Edith Scaravetti. Bien au contraire. Mais rapidement, de nouveaux témoignages vont venir remettre en question son histoire. D'abord, les frères et sœurs de la victime ne croient pas un mot des violences qu'aurait infligées Laurent à sa compagne. Je ne l'ai jamais vu avec un bleu. Et on se changeait dans les cabines d'essayage, ensemble, on s'épilait, on se faisait des soins. Puis bon, en parler, elle aurait pu en parler, en disant rien, pas un mot. Que ça soit aux amis, à ma famille, à moi-même. On ne sait rien, donc automatiquement on ne peut pas soupçonner. Hein. C'est ce que je veux dire, moi j'ai jamais vu. Elle venait manger tous les dimanches midi, ou même des fois une semaine elle passait, jamais de bleu. Une femme battue, souvent vous la voyez, elle a des lunettes de soleil. Et là, jamais rien. En 10 ans, je pense que quand même, on aurait eu quand même des soupçons. Et puis on aurait eu un minimum de soupçons, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et puis, il y a la réaction qu'aurait eue Edith après la mort accidentelle de Laurent. Pour les proches de la victime, elle n'est tout simplement pas crédible. J'arrive pas à concevoir que un coup de feu parte accidentellement qu'on n'appelle pas les secours. Qu'on laisse un homme qu'on aime ou qu'on a aimé sur le canapé avec ses enfants qui dorment au-dessus. Et que le matin, on amène ses enfants comme si rien n'était au centre aéré. Il aurait dû dire à la police de suite, appeler les secours. Vite, venez, au moins une dignité, quoi. Pas le laisser mort comme ça, comme rien, quoi. De plus, les enquêteurs ne vont retrouver aucune preuve des violences qu'aurait subies Edith. Les policiers ont vérifié, il n'y a pas de trace de plainte de la part d'Edith contre Laurent Bacca, il n'y a pas de main courante au commissariat. On parle d'ultraviolence. Comment on n'a pas des justificatifs de soins réguliers, voire répétés aux médecins, aux urgences? On nous aurait raconté l'accident de vélo, l'accident d'escalier, tout ce qu'on veut. Mais pourquoi on n'a pas ça? Quant à la balle que Laurent Bacca aurait tirée sur sa compagne quelques semaines avant le drame, elle va bien être retrouvée dans le matelas du couple. Seulement, impossible d'en tirer des conclusions. Il y a, bien sûr, oui, il y a une balle qui est partie dans le matelas. Est-ce qu'elle l'a tirée après les faits pour se ménager une preuve de cette ultra-violence que l'on veut mettre sur les épaules de Laurent Bacca ou pas? Ben voilà, on n'en sait rien. On a son scénario à elle et qu'à elle. Mais surtout, un coup de théâtre va apporter un tout nouvel éclairage sur ce huis clos dramatique. Un témoignage inattendu qui va venir mettre à mal la version de la jeune mère de famille. C'est celui d'un de ses propres enfants. Les enquêteurs interrogent la fille aînée d'Edith et Laurent, âgée de 9 ans. Et d'après la petite fille, le soir du crime,
ne se serait pas passé comme sa maman le prétend. Souvenez-vous, Edith dit que le soir du drame, il y a eu une dispute très violente, suivie d'une bagarre, d'une chute dans l'escalier et d'un coup de fusil. Or, la petite fille assure qu'elle n'a rien entendu de tel. Quand un policier lui demande si ses parents se sont disputés, l'enfant répond non et ajoute que s'ils s'étaient disputés, elle les aurait forcément entendus. Cette dispute d'une violence certaine, puisqu'elle a débouché sur un coup de feu, et la mort de cet homme, se serait passée sans que les enfants n'aient entendu quoi que ce soit. Ni la dispute, ni les paroles fortes, ni la chute dans l'escalier, ni le coup de feu. Extraordinaire. Non seulement ses parents ne se seraient pas disputés cette nuit-là, mais la petite fille va aller plus loin. En effet, selon Edith Scaravetti, à la suite du décès de son conjoint au petit matin, elle aurait emmené les enfants au centre aéré avant de revenir à la maison pour se débarrasser du cadavre de Laurent. Or, le témoignage de sa fille contredit la version d'Edith. Elle en est certaine, le lendemain matin, avant de partir au centre aéré, son papa était encore vivant. La grande nous a dit qu'elle avait fait un bisou à son père sur le canapé. Il dormait sur le canapé, elle lui a fait un bisou. Donc déjà, ça ne coïnciderait pas avec sa version elle. Dans son procès verbal, l'enfant se souvient d'avoir embrassé son père sur la joue. Puis, elle confirme être partie au centre aéré. Enfin, le soir, elle dit que son père n'était plus là. Elle l'aurait embrassé alors qu'il était sous une couverture sur le canapé. Or, évidemment, s'il a pris une balle dans la tête, elle ne peut pas avoir embrassé son père sans avoir remarqué qu'il y avait du sang sur le visage. Pour les policiers, se dessine un scénario encore plus glaçant. Le compagnon dort dans le canapé, les enfants se réveillent, prennent le petit déjeuner, papa est toujours vivant, on embrasse papa avant de partir au centre aéré, Edith revient, et là, dans son sommeil ou pas, j'en sais rien, elle tue Laurent Baca. Il a profité pendant qu'il dormait pour faire ce qu'il avait à faire. Et comme ça, les petits étaient au centre aéré, tout le monde était tranquille. Et là, on est évidemment dans une autre configuration criminelle. On est sur un assassinat. On a affaire à quoi? On a affaire à quelqu'un qui a calculé un scénario, qui l'a nourri au fil des mois, tout ça pour qu'on la voie comme une victime d'une violence conjugale au final. Edith aurait-elle menti sur les violences conjugales qui sont maintenant remises en cause? Sur la dispute qui semblerait ne pas avoir eu lieu? Et puis, sur Laurent Baca qui, le matin du drame, serait toujours vivant. Contrairement à ce qu'elle affirme depuis le départ, la jeune femme n'aurait-elle pas délibérément tué son compagnon? La suite de l'enquête va montrer qu'Edith aurait peut-être eu une bonne raison de vouloir l'éliminer. Car quelques semaines avant sa disparition, Laurent s'était confié à sa famille. Entre Edith et lui, rien n'allait plus. Il avait même découvert que sa compagne le trompait. Laurent avait surpris un SMS sur le portable de Edith d'un monsieur, d'un homme. Donc, on pense qu'elle avait une relation extra-conjugale. Elle s'était confiée à cet homme. Donc il y a une espèce de relation, une intimité qui va se créer entre ces deux-là. Ils se sont envoyés de nombreux messages, ils se sont vus souvent. Quand vous échangez 500 textos, je crois, c'est pas une simple amie. Les proches de Laurent n'étaient d'ailleurs pas les seuls au courant. Edith avait même raconté à Véronique, sa collègue de travail et amie, qu'un homme
lui avait fait des avances. C'est vrai qu'il a trouvé, il dit « Oh, t'es jolie, c'est vrai que c'est une belle femme. Hein. Oh, t'es jolie, nanana, si tu veux, on peut aller boire un verre. » Edith aurait-elle voulu se débarrasser de son compagnon pour vivre une nouvelle vie avec cet homme dont tout le monde parle? L'hypothèse est séduisante. La découverte d'un amant dans ce dossier donne un nouvel éclairage. Et donc, évidemment, les policiers vont s'intéresser à l'amant. Interrogé par les enquêteurs, l'amant d'Edith Scaravetti avoue. Il a bien entretenu une relation sentimentale avec la jeune mère de famille. Et voici ce que cet homme déclare. Elle était seule avec ses enfants. Nous nous sommes bien entendus. Elle m'a dit qu'elle voulait se séparer de son compagnon. Nous nous sommes revus, et sur le parking de l'école, nous nous sommes embrassés. Mais selon l'amant, la liaison aurait tourné court. Devant les enquêteurs, l'homme raconte que mi-juillet, 3 semaines avant la disparition de Laurent Baca, il aurait reçu un appel de ce dernier, fou de rage. Et voici la teneur de la conversation. Il avait une voix un peu énervée. Il m'a dit que je voulais casser son couple. Il m'a menacé et j'ai eu peur, car j'avais envoyé mon adresse sur le portable d'Edith. Les deux hommes se sont parlé. Et à cette occasion, eh bien, Laurent Baca était très virulent, très menaçant. « Je vais ruiner ta carrière, je vais foutre ta vie en l'air. » Après cet appel, craignant que Laurent Baca ne mette ses menaces à exécution, les deux amants auraient décidé de mettre un terme à leur histoire. Au final, l'enquête a montré que ce n'est pas pour vivre avec son amant qu'Edith Scaravetti aurait tué son compagnon. L'histoire de l'amant est sans doute laissée de côté. Au final, ça ne va pas être creusé de façon particulière. Donc ça va rester très à l'écart. Cette piste s'effondre très vite, mais elle va permettre aux policiers de réaliser, de constater qu'Edith n'est pas claire dans ses explications. Mais alors, Edith Scaravetti aurait-elle prémédité son geste? Et si oui, pourquoi? En fait, depuis que Laurent avait découvert le comportement volage d'Edith, le couple se déchirait. Quelques jours avant le drame, elle avait d'ailleurs décidé de se séparer de lui. La conséquence à cette infortune, c'est qu'Edith part quelques jours chez son père avec ses enfants pour faire le point, et Laurent avait très mal vécu ce départ. Eh ben, ça allait pas du tout, apparemment il voulait se séparer. C'est discuté aussi, le pour, le contre, on essaye aussi des fois de mettre de l'eau dans ton vin, elle va en mettre, voilà, on essaye de discuter à ces moments-là quand on voit qu'ils sont malheureux. Il faisait des efforts, mais bon, apparemment ça n'a pas fonctionné, on va dire. Or, au cœur des disputes du couple Baca, il y avait une source d'affrontement permanente qui pourrait être le mobile du crime. La maison que Laurent avait entièrement restaurée. La maison appartient à sa mère, à Edith. Elle voulait partir sans partir, c'était sa maison. Il lui avait dit « Ok, si tu veux réellement qu'on se sépare, on se sépare. Par contre, je récupérais l'argent que j'ai mis dans la maison. » Il avait investi du temps et de l'argent dans les travaux et il voulait en fait la racheter. Et elle ne voulait pas la vendre. La mort de Laurent Baca arrange bien Edith. Du coup, elle n'a pas à lui payer ses parts, et puis elle reste dans la maison et on n'en parlait plus. Après 2 ans d'enquête, sans preuve irréfutable, la préméditation n'a pas été retenue. Edith Scaravetti est mise en examen pour meurtre et placée en détention provisoire. Edith est poursuivie pour homicide volontaire, en l'état. Le juge d'instruction n'a pas retenu l'assassinat. Techniquement, on n'a pas grand-chose pour l'attraper, pour l'accrocher. Un peu l'impression que c'est un poisson qui fuit, qui glisse entre les mains. Dans le courant de l'année 2017,
la mère de famille sera jugée par la cour d'assises de Toulouse. Une chose est sûre, il sera bien difficile pour la justice de faire émerger la vérité au sein de ce huis clos familial. Au jour d'aujourd'hui, on est sur deux extrêmes qui correspondent aux deux thèses. Le jury populaire va trancher. Soit il va valider la femme battue qui se défend dans des circonstances dramatiques et peut-être quasi accidentelles. Soit au contraire, ils vont écarquiller leurs yeux quand ils vont voir toute la liste des choses extraordinaires qu'il faudrait digérer. Les jurés peuvent très bien mal interpréter son comportement. Et c'est vrai que ça peut paraître épouvantable qu'elle a tué son compagnon, le père de ses 3 enfants, et que non seulement elle l'a tué, mais elle l'a emmuré au grenier pendant 3 mois. Pour les proches de la victime, il est impensable que celle qui aurait tué Laurent Baca et qui les a tous manipulés puisse s'en sortir. Il ne méritait pas ça, malheureusement. Et j'espère qu'elle se le dit. Il faut la punir. Ça, c'est clair et net. Et moi, je lui dirais au tribunal, si elle m'écoute, moi, je t'aimais beaucoup, je t'estimais, mais il faut que tu sois puni. Je vois pas pourquoi elle continuerait à vivre d'or avec ce qu'elle a fait, quand même. Je veux juste la vérité, mais on la saura peut-être jamais. Après, être apaisée, oui et non, parce qu'on ne pourra jamais l'être. Elle pourra dire tout ce qu'elle veut. Ça n'expliquera jamais le geste qu'elle a fait. Elle s'est octroyé le droit d'enlever la vie à mon frère. On vit toujours avec. Tous les matins, on se lève avec ce poids. Mais cette histoire, elle a détruit une vie de sûr, celle de mon frère. Par contre, elle a détruit, je pense, la vie de ses enfants. Elle a condamné tout le monde. Parce que maintenant, tout le monde est malheureux. Dans l'attente de son procès, Edith Caravetti est aujourd'hui toujours incarcérée à la maison d'arrêt de Cesse. Pour les faits qui lui sont reprochés, elle risque une peine de 30 années de prison. Quant à ses 3 enfants, ils ont été confiés à la famille de leur mère.